et sixième scène que je vais lire. Après, la seconde... Tableau, la huitième scène. Oui, la huitième scène du premier tableau. Je veux faire un peu la synthèse de l'histoire. Et donc, par ces lectures-là, on a tous les éléments quand même. Et à la troisième lecture, je vais présenter dans le tableau 2 les scènes 7 et 8. Moi, je vous propose qu'après chaque lecture, qu'on réagisse sur l'écriture, sur la théâtralité du texte et sur la thématique. Donc, alors, nous allons écouter une première séquence de lecture, c'est donc la scène, 1, 2, 3 et 6. Oui. Voilà. Donc, tableau 1, première scène. 1. La statuette d'Aqaba debout sur la scène. Fracas, bruit de bataille. La statuette s'écroule. 2. La même scène, lumière sur Angbé. Elle parle à la statuette symbolisant Aqaba, son frère mourant. Tout autour de nous, des hyènes, gueules bavantes aux portes du royaume, attendent l'aube. Elles chantent des chansons macabres, nous montrent leurs armes encore rouges du sang des nôtres. La tête de nos guerriers épinglée sur des piquets brandis, trophée d'un jour sans pain, pour ironiser que le meilleur est à venir. Le commencement de la fin est-il à nos portes? Quelle mouche les a bien piqués, ces envahisseurs? Ils posent sur le sol la marque du prédateur qui traque sa proie, suivant les traces de sang de l'agonisant. Ils s'infiltrent dans l'air, investissent les pores de notre quiétude. Leurs pensées montent vers nos demeures, ont des projets pour nos fils, nos vies, nos biens. Qu'adviendra-t-il, Majesté? Que faisons-nous de nous? Tu refuses de répondre? Ou nous allons à leur rencontre, où ils viendront nous égorger comme des chiens. Là, nous cuinerons. Les entendez-vous? Vous voyez leur ombre diaphane courir, chercher un chemin, raser nos murs? Lève-toi. Seulement quelques minutes. Relève tes épaules, Majesté. Qui sortira l'épée en premier, sinon toi? Qui brandira les armes de notre liberté? Qui suivra-t-on, sinon ton insurmontable courage? Je serai à tes côtés, portant une lame ivre du devoir, portant une flèche perçante, avec ma vision d'aigle, portant comme jamais on en a vu autant romain. Je serai au devant et derrière toi, et à tes côtés, pour qu'aucune lame plus ne t'effleure. Écoute la voix de ta sœur, celle qui a connu le même ventre que toi, qui a vu le même soleil, le même jour que toi. Il faut que par toi je tienne parole donnée. Il faut que tu demeures le soleil que tu as toujours été. Il faut que tes mots ailés nous montrent le chemin de la liberté. Montre aux envahisseurs que ton romain jamais ne perdra sa sentinelle. Fais qu'il n'oublie jamais qui tu es. Une torche, la voix prépondérante du temps romain. Oui, tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Aqaba, dis quelque chose, un mot. Une marée de blues s'empare de mon silence. Dis-moi, Dada Aqaba, où me laisses-tu? Tu m'abandonnes? Regarde autour de nous. Là, c'est la fin de la scène 3. De la scène 2, pardon. Je vais continuer avec la scène 3. Levez le regard. Plus haut. Hogbonou, Eto, rejoignez notre cause. Ouvre les yeux, Ilorin. Ketekre, Somabe. Edo, pourras-tu encore fabriquer des objets en bronze, en ivoire, tailler le bois, sculpter l'argile avec ses armes à nos trousses? Il se rapproche. Nous sommes toutes et tous à l'ombre du même fromager, le temps romain. On vit comme des dieux où on meurt ensemble, tels de peuplades castrées.
Vous devez être réactif ou vous mourrez autant que vous êtes dans cette pièce. Y a-t-il des vendus parmi nous? Des traîtres? Des espions? Là, nous coulons tous. Somabé, toi qui ne crains pas la foudre, tu as défié le tonnerre, tenu en respect un ouragan. Que crains-tu? Agbomé est à la croisée des chemins. Agbomé ne chante plus, n'esquisse plus ses pas de vie, des soirs de clair de lune. Titube de sa voix ouatée, Agbomé doit choisir. Dehors, quelques aboiements de chiens à la vue profonde. Ils savent, ils voient, ils entendent, reniflent la pourriture à venir, le carnage qui rôde autour de nous. Dahomey-nous, filles et fils de cette terre, je vous invoque, faune, flore, esprit des eaux et de la terre, esprit des deux mondes et de l'entre-deux, habité, immatériel. Voulez-vous entendre le rugissement d'un fleuve de sang ici? Voulez-vous voir cette terre dans un gouffre sans fond? Voulez-vous la laisser sombrer pour toujours? Agbomé, tu as déjà avalé plusieurs fois des lions, des panthères, des ouragans, des étoiles frustrées de conquête et éprises de tes charmes, des planètes de pensées sombres. T'en souviens-tu? Agbomé, tu ne serais plus la matrice qui donne jour au soleil. Agbomé, tu ne serais plus ce fils aîné des comètes. Agbomé, plutôt, plus qu'un sous-marin, tu n'es plus cette porte insubmersible. Agbomé, as-tu perdu cette hauteur infranchissable, cette altitude à la porte de l'horizon qui fait tout ton mystère? Ne sommes-nous plus à l'abri entre cette muraille surhumaine, cette armure d'acier aux portes infranchissables, aux portes infranchissables, aux portes glaives, aux regards fusils, aux sourires maléfices, mirage mouvant qui te perd sans autre suite, devant lesquels périrent tes ennemis avant même de faire l'ultime pas, se retrouvant face à la bravoure de tes vigoureuses progénitures. Agbo, 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 porte castratrice, bouclier d'acier, sésame, Agbobo, Agboba. Tu en as recraché en pièces, à vous, muraille intelligente. Agbo, Gabara, Agbo, Tchakachu, Agbo, Zindobo, muraille de nos ancêtres, ces envahisseurs à nos portes. Ouvre-toi sous leurs pieds sans compter, que les laves en ton épicentre fassent fondre leurs funestes pensées. Fais-les moisir dans ton antre de baleine. Si vous êtes avec moi, scellons tout ceci par un pacte de sang et de souffle, de bien-être. Conjuguons notre virilité dans tous les genres, ou laissez-nous seuls entre nous avant que devenez action ici et maintenant. Où vous entendez leur trompette vent en guerre. Bientôt le marteau et l'enclume se tutoieront d'étincelles. Bientôt un lion et un bouc. Bientôt Akaba et Yahazé. Donc la scène 6. Donc oui. Donc la dernière que je vais lire pour cette première partie. Donc cette scène, c'est avant le départ pour le combat. Lune, sors de tes appartements. J'ai grand besoin de te toucher, te parler, marcher à tes côtés, porter tes reflets un instant plus près. Voilà. Tu as tout. Non, ça va jusqu'à à la scène 8, mais bon, j'ai pris un extrait qui peut illustrer un peu la rencontre. Voilà. Parce que c'est avant le départ pour le combat, et donc les deux scènes qui suivent, c'est une concertation encore avec le royaume et la cour avant le départ pour le combat. Oui. Alors, voilà un extrait de trois scènes, 4 scènes. 4 scènes, oui. La première partie. J'aimerais vous laisser réagir avant qu'on continue. Si vous avez des questions sur l'écriture, oui, sur le personnage. Bonjour, merci.
Bonjour, merci beaucoup pour ces lectures. J'ai plusieurs questions. Tout d'abord, il me semble que vous lisez des monologues, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien cela, oui. Est-ce que du coup la pièce est un ensemble de monologues ou il y a d'autres personnages et des dialogues du coup? C'est un monologue, mais il y a des dialogues. Il y a des dialogues, mais tout est rapporté par Angbé, au fait. Puisque dans un monologue, il peut y avoir des dialogues, bien sûr, mais ici, c'est Angbé qui porte toute la parole. Pourquoi ce choix? Elle n'a pas parlé depuis des siècles, on a même dit qu'elle n'existait pas, donc c'est un déni. Et là, dans la pièce, c'est un choix de l'auteur, je voulais lui donner la parole pour que ce soit elle qui parle de tous les autres. C'est comme si on a inversé le cours de l'histoire et que les autres sont effacés et qu'aujourd'hui, c'est elle qui prend la parole. Voilà. Merci. Et mon autre question, dans un des passages, il y avait, alors je me souviens plus de la phrase exacte, je crois que c'était conjurons notre virilité, etc. Et en fait, ce mot de virilité m'a intéressée, notamment dans le rapport aux Amazones, donc c'est une femme guerrière. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous la voyez, ou dans la manière dont vous avez écrit cette femme guerrière, comme étant aussi une femme virile? Oui, on pense, en tout cas de mon point de vue, on pense que la virilité est quelque chose de masculin, que seuls les hommes ont. Non, moi, de mon point de vue, la virilité, tout ça c'est dans la tête. Et ce n'est pas que dans l'instinct, n'est pas que dans le corps, dans ce qu'on peut montrer, manifester comme ça pour montrer sa virilité. Non, c'est de tête. Et pourquoi je dis de tête? Parce que quand le royaume a été envahi et que les hommes ont été vaincus, leur virilité, ça tombe. Quand tu perds, c'est comme un combat, tu as perdu ta virilité. Maintenant, en ce moment, c'est une femme qui se lève et qui dit « je vais relever le défi ». Et donc, pour moi, là, c'est elle qui est la plus virile. C'est parce que sans elle, ce royaume aurait disparu, ou il y aurait un autre royaume qui porterait un nom différent. Donc, pour moi, elle est bien virile. Et les Amazones, pour ce que l'histoire raconte d'elles, c'était des femmes très braves, qui n'avaient pas peur, qui allaient jusqu'au bout. Et dans des fictions que j'ai lues, et quand elles avaient une mission, si elles ne la remplissaient pas, elles ne revenaient pas. Par exemple, dans la pièce Esclave que je citerai, et qui est la pièce qui se déroule dans le même espace, quand on a envoyé l'Amazone en mission pour rapporter la tête d'un des personnages, elle est revenue avec la tête du type. Donc c'est aussi de la virilité que d'avoir une mission et de la remplir ou de périr. Donc pour moi c'est un peu ça. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelqu'un voudrait réagir par rapport à cette première séquence? Oui. Alors, merci. C'est toujours très intéressant de suivre les personnages s'exprimer, surtout que je pense que une pièce en monologue, c'est un peu aussi ta marque de fabrique. J'ai déjà lu certaines de tes productions où il y a beaucoup de monologues là-dedans. Et ce qui m'a un peu interpellé, c'est pas seulement la puissance du discours, mais c'est le jeu du langage ramené dans l'époque. C'est-à-dire, par exemple, j'ai remarqué l'expression « quelle mouche les a piqués ces envahisseurs ». Du coup, je trouvais intéressant ce challenge qu'on a souvent. Non seulement vouloir retranscrire un discours, dirons-nous, historique, c'est-à-dire qu'elle parle, en principe, depuis une certaine époque. C'est-à-dire que normalement, Angbé, si elle s'exprimait, elle s'exprimerait comme s'expriment les Dahomey d'il y a 200-300 ans, en principe. Non seulement en tant que dramaturge, tu l'as fait parler en français, mais en plus, quand même, il faut quand même
accentuer un peu le langage de l'époque, d'une certaine façon. En plus, c'est quelqu'un d'une classe sociale supérieure, donc il y a tout ce jeu-là dans la façon dont on s'exprime. Et on peut dire qu'il a réussi parce qu'on n'était pas là il y a 300 ans pour savoir comment il s'exprime. Du coup, justement, je ne sais pas ce que tu en penses, le challenge qu'il y a chez l'auteur, le créateur, à faire parler des figures historiques de chez nous dans une langue dans laquelle il ne s'exprimait pas, mais en plus à marquer justement les éléments de langage qui sont typiques, voilà, de quelqu'un de classe nobiliaire qui s'exprimerait, comparé par exemple à je ne sais pas à quoi ressemble un paysan de l'époque d'un roman classique. Donc c'est juste ce challenge qui est trouvé intéressant, et en plus comme c'est un monologue, ça revient systématiquement, on entend la façon dont elle parle, et en plus, et là j'aimerais bien entendre ton opinion là-dessus, il y a cette façon qu'on a de parler de chez nous, elle est podée. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Il y a cette façon-là d'invoquer les choses qui n'est pas présente quand c'est couramment en français, et qui m'a beaucoup frappé dans la façon dont, surtout dans la deuxième scène, je pense, quand elle parlait à la statuette par rapport à son frère. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Effectivement, bon, par rapport, oui, elle devait parler comme à l'époque. Mais aujourd'hui, bon, déjà, je ne parle pas le fond. Ça, c'est une chose qui est dite. Bon, mais dans la pièce, il y a quand même quelques éléments. J'ai fait des recherches pour trouver un peu même des chansons de l'époque, des paroles et tout, qui sont dans la pièce. Et bon, souvent, je mets une note de bas de page pour l'expliquer. Donc, j'ai pensé à ça pour être réellement en ce temps et imaginer. C'est vrai, c'est une fiction. C'est comme ça que je l'imagine. Voilà. Donc, effectivement, j'ai pensé à la langue. Et il y a quand même des artefacts de fond dedans. Un Béninois qui parle fond, qui lit la pièce, va trouver de ces éléments. Déjà, le nom aussi. C'est en fond. Au fait, Hangbé, c'est comme la voix du rossignol. Au fait, quand elle était jeune princesse, quand son père faisait les jugements et que c'était assez tendu, les deux parties partaient un peu chagrinés et que les gens étaient révoltés, on l'appelait pour venir chanter. Et cette chanson devenait aussi une thérapie pour celui-là qui se sentait et qui avait mal, qui ne supportait pas. Donc elle avait des chansons qui, quand tu finis d'écouter, tu te dis, bon, dans la vie, on ne peut pas s'accrocher au matériel, à ceci, et quand tu meurs, c'est fini, et donc quand tu vis, profite de ce que tu as, etc. Donc c'est de là que est venu le nom Hangbé déjà, qui est en fond. Donc, il y a des artefacts, encore des éléments de langue du milieu dans la pièce. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes... D'autres réactions, si vous avez quelque chose à dire? Il y a une main au fond. Tu peux parler? Ok, vas-y. Bonsoir. Merci bien de nous rapporter cette histoire qui est du pays d'à côté, qui peut être aussi de notre pays. Oui. De la façon dont vous l'avez expliqué, c'est un mono. Oui, pour oui. donner la parole à Hangbé qui s'est tue pendant longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'une mise en scène de cette pièce-là, avec les personnages qui sont autour de Hangbé, qui seront représentés sur la scène, enfin, avec des comédiens, est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que ça fausserait peut-être votre envie de donner la parole rien que à Hangbé qui rapporte l'histoire? Voilà, c'est la question. Et aussi, est-ce que les hommes ont été à la guerre et qu'ils ont perdu, ou est-ce qu'ils ont refusé d'aller à la guerre? Ok. Je vais commencer par la question qui me semble plus facile. Les hommes ont perdu, puisque au fait, au début, c'est le frère, le Akaba, qui est le roi, qui est allé au combat. Et Hangbé, c'est la jumelle de Akaba.
Et donc les jumeaux, comme aujourd'hui, à l'époque, avaient un statut égalitaire. Donc elle avait aussi son gouvernement et tout, mais elle n'avait pas la couronne, puisqu'on ne pouvait pas donner quelque chose à un jumeau et ne pas lui donner à l'autre. Et quand l'homme est allé au combat, qui est le roi, donc qui exerce le pouvoir, qui est allé au combat et est mort, et c'est Angbé qui est venu. Donc l'homme est allé avec toute son armée. Donc c'est les hommes qui sont allés se battre. Et en tout cas, selon ce que moi j'ai eu comme information, comme recherche, tout ce que j'ai lu, c'est les hommes qui sont... Puisque à l'époque, les femmes n'allaient pas encore au combat. C'était les hommes qui exerçaient cette activité. Mais comme Angbé est une femme et que sa garde ne peut pas être des hommes, déjà par rapport à l'intimité et tout ça, une femme gardée par des femmes, ça c'est plus simple. Et ça fait qu'elle est allée au combat aussi avec sa garde, majoritairement avec les Amazones. Puisque le corps des Amazones a commencé avec elle, au fait. C'est elle qui a œuvré pour que le corps des Amazones existe. Donc, c'est après que ça s'est développé. Et voilà. Donc, pour la première question, c'est ça. Pour la seconde, plutôt. Pour la première, bon, moi, j'ai choisi en tant que d'abord écrire cette pièce quand on est un homme, c'est très difficile parce que on veut dire que le patriarcat et tout ce qui est machisme, le pouvoir des hommes, je suis un homme et je suis né, j'en profite. Et même si ça me dérange, la société est comme ça et déjà ça me dérange moi de porter cette parole-là. Donc je me sens comme pas à ma place. Quand je prends cette parole, qui n'est pas, si j'étais une femme, il n'y a pas de problème, j'irai, voilà. Mais c'est comme je me travestis, c'est comme même un espion dans ce camp pour venir encore brouiller les cartes. Qui fait que je me suis dit, il faut que je travaille autrement. Et donc je me suis dit, lui donner la parole à elle toute seule, ça simplifierait les choses pour moi. C'est vrai, c'est plus compliqué. Ça, à l'écriture, ça a été plus compliqué. C'est très dur et ça a été très dur pour moi. Maintenant, un metteur en scène qui veut monter cette pièce, moi, je ne suis pas fermé. J'ai fait mon travail d'auteur de fiction. On monte des romans au théâtre et tout ça. Et donc, un metteur en scène qui veut travailler, je ne vais pas dire que c'est un monologue, donc c'est une seule comédienne. C'est mon rêve, ça, oui. Mais ça, c'est ma folie, c'est mon... Voilà. Maintenant, si le metteur en scène veut voir... parce qu'il y a les trois gardes de Angbé, les chefs de sa garde. Il y a les Amazones, il y a tout le corps militaire masculin du roi. Il y a son frère Agbo, son frère Edo. Donc, il y a son enfant, c'est tout le village qui peut jouer cette pièce-là. Donc, le metteur en scène peut choisir son option, voilà. Oui, donc, tu vois cette pièce sur scène, ton souhait, c'est